Parlons Mental, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 7e épisode de Parlons Mental, le podcast qui explore le mental, un univers fascinant. 18 ans dans les coulisses de l'Union Bordeaux-Bègles avec Loïc Arnoux, kiné. Donc bonjour Loïc. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis, bonjour Loïc. Très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je connais de longue date avec Jean-Baptiste, quasiment 30 ans. Ouais, quasiment, ouais, bientôt. Le temps passe, hein. Ouais, donc Loïc, toi, ça fait 18 ans que tu es au sein de l'UBB. Et donc, on t'invite aujourd'hui pour venir parler avec nous de ta vision peut-être de la préparation mentale, de tes expériences auprès des joueurs, comment tu t'adaptes à à eux, justement, en fonction de leur âge, en fonction de leur culture, parce que il y a des joueurs qui viennent un petit peu de tous les horizons. Voilà, donc on va essayer de profiter de ton expérience que tu vas nous partager. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes, toi, à la façon dont ton meilleur ami pourrait te présenter. Moi, je suis donc kinésithérapeute depuis maintenant 23-24 ans. À la base, je suis rugbyman. J'ai joué au rugby de 6 à 27 ans. Et ensuite, j'ai entraîné et depuis mes 31 ans, je m'occupe de l'UBB. Mon parcours en fait de professionnel, il s'est forgé à travers les blessures que j'ai eu à rencontrer, hein, comme beaucoup de kinés, hein, qui sont orientés vers la kiné du sport. Souvent, c'est la profession, ils l'ont rencontré à travers leurs blessures et leurs pathologies. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré les premiers kinés. Ça leur a donné un petit peu de vocation. Donc moi, je me suis orienté vers la kiné parce que au départ, il y a différentes choses. C'est d'abord, j'avais pas l'ambition de m'occuper de joueurs de rugby. Je voulais être kiné dans ma ville de naissance, Sarlat, pour m'occuper de gens, m'occuper des gens en fait. Et aussi intervenir au sein du club dans lequel j'avais grandi. Et j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu de la chance. Et j'ai eu des opportunités que j'ai saisies et qui m'ont amené à pouvoir vivre de mes deux passions, hein, puisque mes principales passions, c'est la kinésithérapie et le rugby. Voilà. Donc, moi, j'ai un parcours aussi un peu particulier puisque je suis dyslexique. Et donc, la dyslexie, parfois c'est des fardeaux un petit peu à porter quand on est jeune et surtout les gens de ma génération parce que c'était un handicap qui n'était pas forcément très connu et donc ça complexifie un peu parfois le parcours scolaire et en fait je suis la somme un peu de tout ça. Voilà, des façons d'apprendre les choses parfois un peu différentes. Ces comportements sociaux qui peuvent être clivants parfois et une passion pour le rugby et pour la clé. Voilà. Moi, je pourrais me présenter. Parce que t'en penses, hein, Jean-Baptiste, hein, quand tu me connais. Bah, j'aurais pas fait mieux. Voilà. Bon, mais tant mieux. Et effectivement, tous ces éléments intriqués, on fait le kiné que je suis. J'essaie de pas tricher. Je m'investis à fond dans ce que je fais, dans la passion, et voilà. Pas tricher surtout. Pas faire semblant. Et finalement, comment tu es arrivé à l'UBB finalement? Alors c'est un parcours un peu particulier. Quand j'ai terminé mes études de kinésithérapie à Poitiers avec Jean-Baptiste, on était ensemble dans la même école.
Je suis rentré vivre dans ma commune. Tout était tracé. C'est-à-dire, mon grand-père était médecin dans ma ville. Mon père était prof de PS. Ma mère était aussi très impliquée dans la vie sociale de la ville. Et donc j'avais un autoroute, le petit du pays qui revenait. Et, euh, et ça allait, mon avenir était tout tracé. Et en fait, moi, je me suis dit, ah, j'ai pas forcément, j'ai envie un peu de voir autre chose. Et j'avais, au cours de mon parcours universitaire, j'avais découvert la ville de Bordeaux. Je me suis dit, ah, moi, j'aimerais bien vivre à Bordeaux. Alors, c'était pas non plus aller à l'autre bout du monde, hein, c'était à 2 heures de chez moi. Et au bout d'un an de travail libéral à Sarlat, je me suis dit, écoute, si je le fais pas, j'aurai toujours un regret. Euh, je vais essayer de partir vivre à Bordeaux et si ça me plaît pas, j'aurai toujours la capacité de revenir dans ma ville de Sarlat. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que je suis parti à Bordeaux. Et via des copains du rugby, j'ai appris que le Stade Bordelais à l'époque cherchait un entraîneur et un kiné pour s'occuper des moins de 21 ans et des moins de 19 ans. Donc, à titre bénévole, je suis allé m'occuper de manière excessive de ces deux catégories. J'avais à peu près 70 enfants. On était plusieurs entraîneurs, hein, je suis pas le seul. Mais c'est comme ça en fait que j'ai euh, j'ai aussi voulu développer une patientèle qui m'était propre parce que j'étais allé dans un cabinet et j'avais pas envie de vivre sous perfusion du titulaire qui m'avait fait venir. J'avais aussi envie d'être autonome et de créer mon identité professionnelle. Et c'est comme ça que j'ai amorcé la pompe avec des jeunes sportifs, des rugbyman en l'occurrence. Et j'ai établi un lien un peu privilégié avec les médecins du sport de la clinique de Mérignac. L'union s'est faite au bout de 4 ans. En fait, j'ai travaillé pendant 4 ans auprès des juniors et ils m'ont proposé d'intégrer le staff né en 2007. Alors, c'était en Pro D2. Il faut bien imaginer que l'Union Bordeaux-Bègles de l'époque, ce n'était pas ce que c'est maintenant. Si C'était je, un petit club de Pro D2 avec si peu je de peux me budget, permettre, peu de Loïc, moyens. ouais, si je peux me permettre, Loïc, je te coupe, mais il faut rappeler que à l'époque, l'Union Bordeaux-Bègles n'existait pas et l'Union Bordeaux-Bègles est née de la réunion de deux clubs bordelais qui étaient le CA Bègles Bordeaux-Gironde et le Stade Bordelais, toi étant éducateur au Stade Bordelais, hein, c'est ça. Exactement. Et en fait, Donc toi, ouais, en fait, le club, il a été créé en 2006. Hmm. Et en fait, en 2006, il y avait un staff médical qui était hérité du Stade Bordelais. Moi, je m'occupais des juniors. Et ensuite, ils ont voulu changer le staff médical. Et on m'a proposé d'intégrer avec un confrère qui s'appelle Jérôme Berthet, la structure à mi-temps. En fait, moi, je faisais les mardis et le vendredi. Et Jérôme faisait le lundi et le jeudi, le mercredi étant de repos. Et très rapidement, on a migré vers une activité un peu plus importante. De fil en aiguille, de 2 jours de présence, c'est passé à 3 jours et demi, plus des week-ends. Et c'est comme ça, en fait, que progressivement, et moi, je me suis de plus en plus impliqué au club. Et il y a 9 ans de cela, je suis passé salarié à temps plein. J'étais le premier kiné salarié à temps plein de la structure. Voilà, avec qui j'avais deux confrères avec qui je travaillais, mais qui étaient à mi-temps, qui se partageaient la tâche. Voilà, c'est une progression lente, hein, parce que de la Pro D2, on est passé au top 14. Ça s'est fait progressivement. Et c'est parce et que ça jusqu'au s'est fait titre de champion progressivement, d'Europe. voilà, jusqu'au titre de champion d'Europe cette année et 2 fois vice-champion de France derrière Toulouse, voilà, l'année dernière et cette année. Mais ça s'est fait progressivement. C'est une maturation lente et c'est une maturité aussi professionnelle qui a été linéaire avec l'évolution du club parce que les besoins et la maturité que j'avais quand j'ai commencé en 2007. D'abord, le rugby il a réellement changé, les besoins professionnels de l'époque, ça n'a plus rien à voir. Et je pense même que maintenant, les exigences de la Pro D2 sont bien supérieures à celles que l'on avait en 2007. Et de même, après monter en top 14, jouer le maintien, le ventre mou et jouer la qualif, tout ça, ce sont des agrégats d'exigences qui se font. Et jouer le top 2, c'est pas jouer le top 6. Euh,
En fait, au rugby, quand on est en top 14, l'important, c'est de se classer dans les 6 premiers parce que ça te donne l'accès aux phases finales et la possibilité d'être champion de France. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ambitionnent d'être entre le top 6. Quand tu intègres le top 4, c'est que tu vas passer les 4e et 5e jouent un match de barrage à domicile et les 2 premiers sont exempts et sont directement en demi-finale. Et tout ça, en fait, c'est vraiment un degré d'exigence crescendo. Top 6, c'est un marathon. Le top 4, c'est un trail marathon. Et, euh, et, et le top 2, c'est un sprint marathon. Il faut être tout le temps à fond. Et tous les points que tu peux perdre au cours de la saison, ils sont impactants. C'est-à-dire que cette année, le premier match de la saison, on a le bonus offensif, du moins la saison dernière, on a le bonus offensif contre le Racing, on fait une erreur et on le perd. Et c'est un point perdu au classement. Et tu vois qu'à la fin, à la 26e journée, tout se retient dans un mouchoir de poche. Et donc, en fait, le point que tu peux avoir perdu le premier jour en mois d'août, le premier jour de championnat, la première journée de championnat, va être impactant à la fin. Donc, tout ça, c'est une pression permanente de résultats qui est importante. Il y a pas, tu peux pas lâcher les matchs. Il faut essayer de gagner des points en permanence et d'être le plus performant possible. Parce que après, on s'est rendu compte que de passer directement en demi-finale, ça t'évite un match, ça te permet d'avoir un week-end de récup. Et les matchs de barrage, pour en avoir vécu pendant 4 ans, systématiquement, on avait des blessés. C'est-à-dire que ce sont des matchs qui sont violents, qui sont engagés, et malheureusement, systématiquement, tu perds des joueurs majeurs. Et donc, tu n'es pas sportivement le plus efficace pour affronter, pour jouer tes chances en demi-finale. Et c'est pour ça, effectivement, que cet environnement euh, de haut niveau et d'exigence, il est aussi usant mentalement et on pourra en parler par la suite. Et d'ailleurs, Loïc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton quotidien de kiné dans une équipe professionnelle, en fait? Donc, tu agis sur le corps hein, de par ton métier. Est-ce que tu peux agir aussi sur le mental des joueurs de par ton discours? Ah mais c'est tout rapport humain induit forcément des messages qui vont être verbaux ou non verbaux, de pessimisme, de positivisme, de tristesse, de joie. Et il faut faire attention effectivement à ça, à pas s'engouffrer dans le négativisme excessif quand il y a des périodes dans la saison qui sont empreints un peu de choses négatives. En fait, une saison, en fait, tu as une saison de rugby, tu as toutes les saisons de l'année, c'est-à-dire le printemps, c'est l'espoir, l'hiver, c'est l'inquiétude, le désespoir, t'as l'été, c'est la victoire, et t'as l'automne, c'est les périodes de doute. Et tout ça, ça s'entrique. Et ça, émotionnellement, c'est difficile. Et nous, en tant qu'accompagnants, hein, parce que c'est les joueurs qui jouent et qui gagnent les matchs, nous, on doit être essayer de les garder en éveil quand tu as une phase un peu d'euphorie liée à un excès une accumulation de victoires, comme ça peut arriver, parce que ton seuil d'exigence ou ton seuil de vigilance, il va diminuer. C'est l'ensemble du staff, hein. C'est les coachs, bien sûr, en premier lieu, mais nous, on doit être aussi raccord avec ces attentes coaching, et c'est pour ça qu'on a des réunions régulières où aussi le manager, souvent, nous donner le tempo et ses attentes relationnelles. Et aussi, mais quand on est dans le dur, garder du positivisme et de l'entrain pour éviter que le groupe ne soit trop impacté. Mais ça, c'est l'ensemble du staff, c'est pas propre aux kinésithérapeutes. Et donc, tu disais que dans une saison, il y a des hauts et des bas. Et toi, comment tu t'adaptes alors vis-à-vis de tout ça par rapport aux joueurs, avec les joueurs? Est-ce que tu as des petits trucs? Est-ce que tu as des discours? Est-ce que tu as des dialogues? Est-ce que tu as des petits mots? Est-ce que tu as dans ton attitude, dans ton langage non verbal, justement? Alors, Comment tu... si tu veux, le rapport relationnel au joueur, il est de deux types. Il y a le joueur sain que tu vas rencontrer, accompagner, échanger dans des rapports du quotidien, et il y a le joueur blessé. Et c'est deux choses qui sont effectivement différentes parce que un joueur blessé, même s'il y a une euphorie collective liée à la victoire, il va pas forcément être bien dans ses baskets. Et inversement,
le joueur, même quand tu gagnes, s'il a des soucis périphériques, c'est pour ça que il faut, moi, je pense, en tant que thérapeute, connaître l'environnement familial, c'est-à-dire à différents niveaux. D'abord, connaître un peu les parents, sont-ils toujours vivants, sont-ils divorcés, quels étaient le milieu social dans lequel le joueur a évolué, sa femme, est-ce que sa femme est épanouie, les enfants, parce que ça, c'est une lecture du quotidien qui te permet de mieux comprendre les gars. Les anglo-saxons, ils disent, dans une citation, ils disent toujours happy wife, happy life. Et, c'est vrai que nous, on est obligé d'être sensible aussi à l'état euh, de l'humeur, en fait, de l'environnement direct du joueur. Moi, j'ai tendance à dire que la profession de rugbyman, mais en général le sport, c'est un métier merveilleux quand tu es jeune et célibataire. Parce que quand tu es amené à avoir une mobilité professionnelle, et a fortiori parfois à l'autre bout de la terre, et, toi, tu as le rugby qui te rassemble avec les gens. Et ta femme, si elle est loin de ses parents, qu'elle a un baby blues parce qu'elle a des jeunes enfants, qu'elle a un mari qui est absent parce qu'il est parti, c'est difficile et ça peut être une charge mentale importante pour les joueurs. Donc nous, on se doit aussi d'être vigilant sur cet environnement-là. C'est pour ça. Donc effectivement, nous, on doit être positif quand les gens sont un peu abattus et un petit peu en éveil de vigilance quand il y a une trop grande euphorie. Voilà, en fait, c'est être tempéré en permanence. J'imagine que tu es amené à accompagner des joueurs qui sont blessés parfois, qui sont confrontés à des blessures. Est-ce que tu as pu remarquer qu'il y avait vraiment un lien entre le corps et l'esprit, dans le sens où un état mental ou des émotions peuvent aussi favoriser des blessures et pas que une cause physique, justement? Alors oui, mais c'est subjectif, hein. Ouais, c'est difficilement évaluable, mais il est certain ouais, que quand tu as ton monitoring, nous on a un monitoring tous les matins qui est envoyé aux joueurs, où tu vois que la personne elle a mal dormi, ou que tu vois que elle a des soucis à la maison. Ouais, il y a effectivement, mais c'est pas aussi facilement identifiable que de le verbaliser. Et tu te rends bien compte que ouais, il y a des gars quand ils sont à saturation aussi, se blesser un peu plus. Euh, Mon père, qui était entraîneur de rugby, disait toujours que les, euh, les saisons pour les joueurs, euh, l'année où ils étaient au service militaire ou l'année où ils devenaient papa, étaient toujours des saisons compliquées. Et, euh, et je pense, moi, j'ai l'exemple de quelques joueurs qui, effectivement, lors de leur paternité, ont eu des blessures assez graves parce que par rapport à l'invisible, tu es un peu moins vigilant. C'est-à-dire que Mm. tu vas avoir moins de repos, un peu moins de repos, tu vas avoir un peu moins de calme et de sérénité psychologique. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce propos. Donc en fait, c'est toutes les contraintes externes finalement qui peuvent faire basculer du côté de la blessure en fait, Mais ou pas en d'ailleurs, fait, hein. si tu veux, c'est à partir du moment où tu es un peu moins vigilant sur l'invisible, c'est-à-dire la récup, le sommeil, euh, la gestion de ton stress au quotidien, ben c'est pas si ta femme est pas bien, qu'elle est avec le bébé, que tu dois courir vite vite pour aller chercher ton gamin à l'école, que mais la nuit tu te lèves pour t'occuper de ton enfant, c'est pas c'est c'est pas aussi simple que quand tu es tout seul avec ta nana et qu'elle te prépare, du moins que tu rentres et que c'est tranquille et que tu te mets tranquille dans la télé, à bouquiner et que tu penses à rien d'autre. C'est pour ça. Nous, un exemple type, par exemple, le club, il réserve un hôtel, il réserve les chambres d'hôtel la veille des matchs pour les pères de famille qui le désirent, pour être sûr qu'ils vont avoir une bonne nuit récupératrice la veille du match quand on joue à la maison. C'est-à-dire quand tu joues à domicile, on a un hôtel où on va en général se mettre au vert entre guillemets, et c'est souvent le jour du match, c'est pas la veille. Mais les joueurs qui le désirent peuvent aller dormir à l'hôtel
de manière à se couper un peu de cet environnement, pas être réveillé, et être frais et dispo pour le match. Et au sujet de l'invisible, comme tu dis, Loïc, est-ce que vous avez mis en place un outil? Alors, tu parlais tout à l'heure de monitoring. Est-ce que ça veut dire que tous les matins, il y a un check avec les joueurs qui disent s'ils ont bien dormi, comment ils se sentent mentalement, comment ils se sentent, je sais pas, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a un lien Google Form qui est envoyé aux joueurs et ils le remplissent et ça nous permet un peu de voir comment comment ils sont quoi. Voilà. Et comme on fait des moyennes, en fait, bien sûr c'est type RPE, tu vois. Comme il y a une Ok. moyenne, si tu as une grosse variable, une variation importante, tu te dis ah qu'est-ce qui se passe et on peut être un peu plus euh, vigilant. Il y a des logiciels aussi qui existent, soit là nous on le fait sous la forme de Google Form, mais mais euh, mais il y a aussi des logiciels de suivi qui sont encore un peu plus poussés à travers ça. Après ça dépend un peu des moyens alloués par le club pour ça et aussi du degré de croyance du staff. Ok. Euh, dans cette Donc j'imagine que vous êtes en lien tous, hein, les membres du staff, hein, médecins, préparateurs physiques, ostéo, je sais pas s'il y en a, nutritionnistes, préparateurs mentaux, et tout le monde connaît justement ces informations par rapport aux Oui, joueurs. alors, en fait, nous, le staff, tu sais, c'est 25 personnes. C'est énorme, hein. C'est, Mm. Ah, c'est énorme. euh, faut bien se dire que le rugby, moi j'ai commencé en 2007, je pense qu'on était 10 et encore, quoi. Maintenant, on est entre les coordinateurs sportifs qui gèrent toute l'intendance, les intendants qui s'occupent du matériel et il nettoie les vêtements des joueurs. Préparation physique où t'as 4 préparateurs physiques, un responsable de la préparation physique, un responsable des données data, plus des analystes vidéo, plus un manager, des coachs spécialistes, attaque, défense, mail, on est très très nombreux. Et alors effectivement, la communication, elle est importante, mais il faut faire attention aussi quand tu as tant de gens à, à filtrer ce que tu dis, parce qu'il y a des choses du domaine euh, du secret qui concernent la prépa physique et la kiné et le médecin, et qui vont pas concerner d'autres. Voilà, parce que aussi on a un culte, on essaie aussi d'être un petit peu secret pour se protéger. Et quand tu parles avec beaucoup de gens, tu sais, c'est difficile parfois de garder des, so- des choses un peu secrètes, parce que quand tu es 25, t'as un tel, il va dire, il va croiser un copain, il va dire, ah, ben, tu sais, hein, il y a ça, et ça va sortir rapidement. Donc, la communication, elle est importante, oui, plutôt la macro, et tout ce qui est plutôt précis, c'est en intra-groupe. Ok. On va partir dans le cadre où on va parler des joueurs blessés maintenant. Comment toi, Loïc, tu prends en charge les joueurs blessés? Comment ça se passe au quotidien? Et dans un premier temps, ouais, comment ça se passe au quotidien avec les joueurs blessés? Alors, moi, ce qui me semble important, d'abord, c'est d'avoir un discours clair et de définir des objectifs avec le joueur. Ça, c'est l'élément fondamental. C'est-à-dire, d'abord, on établit des timelines, c'est une planification. D'abord, il y a l'accident, le diagnostic doit être posé par le médecin. Après, on connaît à peu près les délais standards de reprise selon les pathologies. Et nous, après, c'est mettre sur un grand calendrier toute la procédure de rééducation, réathlétisation et reprise de l'activité pour que le joueur ait une projection. Et l'important, c'est de définir des étapes bien précises. Euh, c'est comme un escalier avec des marches. En fait, on a tel objectif. Quand on a validé ça, on va basculer sur d'autres éléments. C'est parce que sur des pathologies, c'est un peu parfois quand tu regardes une montagne et que tu te dis, oh là, je vais pas réussir à arriver là-haut. Mais procéder par étapes, mentalement, c'est des petites victoires et c'est générer
une spirale positive et dire, mais tu vois, regarde là, aujourd'hui, tu as franchi cette étape, c'est bien. Là, on a de la mobilité, on a telle mobilité, c'est les objectifs qu'on s'était donnés. Maintenant, on va avoir des objectifs de force, par exemple. Et quand on les atteint, ça va nous permettre de franchir une étape, de reprendre la course, par exemple. Et, cette procédure étape par étape, faire des réunions régulières, euh, des réunions kiné blessé, kiné dog blessé, de manière, la kiné blessé, c'est 2 ou 3 fois par semaine. C'est définir les objectifs et faire un petit retour sur les ressentis du gars. Kiné médecin, c'est 1 fois par semaine, parce que ça permet aussi au médecin d'avoir une distance et de voir l'évolution. Parce que toi, quand tu as le nez dans le combi toute la journée, parfois tu n'es pas forcément hyper objectif sur les progrès réalisés. En fait, c'est pour ça. Et c'est établir cette timeline. Alors, c'est une timeline qui peut être, pour les blessures de 15 jours, tu vas pas faire, tu vas pas la faire parce que c'est simple. Mais à partir d'un mois et jusqu'à 6 mois, tu vas procéder avec en essayant d'être le plus pertinent, même sur la fin de la période, dire écoute, au 15 mars, normalement, on doit être capable de faire ça. Et tu vois, si tu arrives à faire ça, tu pourras reprendre l'entraînement 15 jours après. Et nous, et ça aussi, c'est une communication que l'on a auprès des coachs. Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire que le mec se blesse, c'est quand c'est qu'il va pouvoir reprendre. Pour pouvoir reprendre, il faut aussi valider des choses spécifiques au rugby. Tu peux pas, sur des longues blessures, c'est très difficile de faire reprendre le mec de but en blanc à dire, bah, il a 80 minutes dans les pattes, tu vois. Donc, c'est la définition d'objectifs régulier, étape par étape, qui est conséquente. Autrefois, on avait tendance en rééducation, c'était un peu au jour le jour. On procédait un petit peu comme ça. Et en fait, l'arrivée un peu du monde anglo-saxon, c'est plutôt les échanges que j'ai eus avec des confrères d'autres pays, aussi des préparateurs physiques qui avaient été marqués par la méthodologie anglo-saxonne. Mais ça t'amène à fonctionner comme ça. Et c'est clair, c'est net pour les joueurs. Et on sait où on va. C'est ça que moi je trouve que c'est l'évolution principale sur les 10 dernières années, c'est les définitions de timeline, définition d'objectifs, validation de critères. Pourquoi? Pour aller le plus vite possible et éviter les récidives. Parce que c'est ça. Une récidive, c'est toujours quelque chose de terrible pour, en premier lieu, le joueur, le club. Parce que le joueur blessé, tu peux avoir le meilleur joueur du monde, s'il n'est pas sur le terrain, il te sert à rien. Donc, voilà. Donc ça, c'est d'abord la santé du joueur, c'est ça. Parce que la santé mentale, quand un mec fait que se blesser, il n'est pas heureux, hein. C'est terrible. Ça, c'est des fardeaux à porter. Après, c'est des choses qui s'inscrivent dans l'esprit du joueur, c'est pas très bon. Les notions de récidive, c'est de la peur, c'est le sportif. Parce que la finalité, moi je suis kiné, c'est pour tout faire, tout mettre en œuvre pour que les coachs et les joueurs à disposition pour gagner les matchs, c'est ça. Et toi, professionnellement, c'est une pression parce que c'est mon métier. Et tu n'es là aussi que parce que tu es performant. Hein. Si tu fais pas bien ton travail, comme toute entreprise privée, hein, mais on te dira merci, t'es sympa, mais au revoir. Et donc, si tu veux, c'est différents degrés de stress, différents degrés de pression. Et il y a un paramètre. Quand tu es dans ton cabinet et que tu t'occupes de patients, si malheureusement il y a une récidive, tu seras malheureux. Mais quand ce sont des joueurs de niveau de joueurs internationaux, par exemple, tu t'exposes aussi médiatiquement et c'est un peu plus stressant. J'ai une anecdote concernant un joueur qui s'était fait un joueur international, s'était fait une grave entorse de la cheville. Et il voit un chirurgien qui dit ah c'est limite, il faudrait l'opérer. Et donc médecin du club, mais l'opérer ça voulait dire qu'il ne pouvait pas participer au tournoi des sélections. Et ça voulait dire aussi que ça compromettait sa participation à la Coupe du Monde, hein, parce que la concurrence aurait, si tu ne joues pas, tu ouvres la porte à d'autres. Hein.
Et donc, le choix est pris de ne pas l'opérer. La procédure se passe très bien parce que c'est un gars qui a une génétique exceptionnelle. À 5 semaines, il va reprendre. Et je me rappelle, moi, je reçois un coup de fil du chirurgien que je connais pour un autre sujet que ce gars-là. Et il me dit, et au fait, comment il va? Et je lui explique un peu la procédure. Et là, il me met un petit coup de pression, il dit, oh là là, mais c'est vraiment court, faut faire attention. Et je me rappelle que sur le match de reprise, je fais un strap un peu plus serré, et qu'à la mi-temps, j'étais obligé de de le détendre, parce que le gars avait mal au pied, parce qu'il me dit, ah, tu me l'as serré un peu trop. Et je pense que le coup de pression que j'avais reçu du chirurgien m'avait impacté de manière conséquente sur le, sur la perception que j'avais eue de sa blessure. Et finalement, quel regard tu portes sur la préparation mentale? Parce qu'on en a parlé un petit peu depuis le début, mais du coup, quel est ton regard sur cette pratique? Ah mais la préparation mentale, c'est quelque chose qui est très individuel. Hein. Pour moi, bien sûr, c'est important, euh, mais euh, mais il faut que le gars ait envie de la faire. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle. Je vais vous donner une anecdote. Cette saison, j'ai eu un souci avec un joueur que je trouvais un petit peu en détresse. J'ai abordé avec lui et je lui ai dit, écoute, parce que parfois, ces demandes, elles étaient un peu en dehors du cadre moi, de ce que je pouvais lui apporter. Et je lui ai simplement dit, écoute, ça serait peut-être intéressant de voir un préparateur mental. Et je pense que malheureusement, au niveau culturel, c'était pas quelque chose qui était très développé dans sa culture et il l'a mal pris. Donc, c'est un peu accroché. Et il le prenait un peu comme une état de faiblesse. Et je lui ai parlé de Tim Grover. Je pense que vous connaissez peut-être Tim Grover, qui était le préparateur mental de Kobe Bryant et de Michael Jordan. Euh, on a aussi des joueurs au sein du club qui travaillent des préparateurs mentaux. Et je lui dis, alors tu considères que Jordan et Kobe Bryant étaient deux camarades qui sont des joueurs internationaux, sont des joueurs, personnes faibles. Et il a compris après mon message. Il a compris mon message parce que, mais c'est vrai que parfois tu peux avoir une forme de frein. Et, Hmm. et nous, c'est Romain Buros par exemple qui en parle. Il a été interviewé dans le Midi Olympique et il se cache pas que l'approche, l'aide de la préparation mentale, elle a été importante dans la gestion de ses émotions et dans sa performance. Et il y a plein de joueurs en fait. Alors après, tu as différentes écoles et je pense que il n'y a pas une méthodologie euh, unique et que c'est très lié aussi à la personnalité, à la culture, à l'éducation des gars. Quoi. Et Que je d'ailleurs, sais, à l'UBB, il y a un préparateur mental ou c'est toi qui les accompagnes ou est-ce qu'ils ont eux leurs préparateurs mentaux respectifs personnellement? il y a quelques joueurs comme des préparateurs mentaux, soit des gars qui vont leur gérer la gestion d'émotions comme avec de la PNL, avec des systèmes d'ancrage, souvent pour la gestion des émotions, notamment nous au rugby, on est quand même, tu vois, dans un rapport à pas de la violence, mais un sport de contact qui doit être maîtrisé. De Parfois, l'agressivité. de L'agressivité. l'agressivité. Voilà. On peut Faut parler. être Ouais. tu peux pas, il y a que des mecs en fait qui ont une dominance en eux. C'est-à-dire que à mon niveau, c'est que des gars qui ont des composantes à dominer l'autre. Parce que tu ne deviens pas international et nous on a quasiment que des internationaux si tu n'as pas ça en toi. Et ça c'est quelque chose malheureusement pour beaucoup de sportifs, c'est pas quelque chose qui s'apprend. On peut t'apprendre à faire une passe, on peut t'apprendre à courir, on peut pas t'apprendre à avoir de la résilience, de l'agressivité, de, de la persévérance, de l'engagement. Tout ça, ça c'est de, c'est de l'inné, c'est pas de l'acquis. Et donc, c'est des personnes qui ont parfois un peu, qui vont être dans la limite entre de l'agressivité et la violence. La PNL, je trouve qu'elle est assez indiquée pour contrôler ça. Après,
on a des joueurs qui vont avoir un grand besoin de passer au next job, passer à autre chose. Tu vois, les lanceurs en touche, les buteurs, les arrières sur les réceptions de balles hautes, qui ont des tâches où en fait tous les yeux sont braqués sur eux et de manière récurrente. Et eux, moi je trouve que la pleine conscience, avoir la capacité à être ici maintenant est intéressante pour eux et pas se parasiter sur ce qui s'est passé et s'angoisser sur ce qui va arriver. Donc, et c'est pour ça en fait que sur le plan individuel, je pense que la préparation mentale, c'est une démarche personnelle Oui. des joueurs, de rencontrer des thérapeutes qui vont répondre à leurs besoins. Et enfin, on a un préparateur mental qui est intervenu cette année, mais à titre collectif. C'était plus observer un peu les dynamiques de groupe et avec un regard un peu différent, de gestion de crise notamment, de dire, dans ces situations, comment améliorer les choses, comment améliorer la prise de parole des leaders, comment améliorer la communication sur un match, parce que c'est un chaos permanent. Le rugby, les matchs de top 14 de Coupe d'Europe, c'est en permanence, c'est le chaos. Donc c'est se préparer, espérer le meilleur et se préparer au pire. Et donc on a eu un préparateur mental qui est intervenu pour aider le groupe à être plus performant dans les moments de chaos. C'est pour ça, voilà. Donc la préparation mentale, nous en tant que moi en tant qu'kiné, c'est plutôt une bienveillance au quotidien et un discours de franchise avec les gars et essayer d'être une écoute quand ils en ont besoin, sachant que quand même tu es confronté à différentes cultures et différentes générations. C'est-à-dire que tu vas être plus impactant sur un jeune de 18 ans qui vient à l'arrivée pro sur la gestion un peu de tout l'environnement, qu'un gars de 33, 34 ans qui a 50 sélections en équipe nationale et qui est un mec qui se connaît bien. Voilà. C'est une modulation permanente. Pour en venir au niveau des préparateurs mentaux dans le rugby, j'ai écouté quelques podcasts dernièrement, et notamment un avec Thomas Ramos, et le podcast s'appelle Les secrets du mental, pour faire un peu de pub. Et il raconte que lui, il a eu recours à un moment donné alors, c'est pas un préparateur mental, c'était beaucoup de psychologues du sport, mais bon, c'est différent, mais voilà. Et justement, il racontait comment il se met dans sa bulle avant de buter, choses comme ça, pour vraiment la gestion des émotions. C'est de plus en plus répandu dans le rugby, et je pense dans le sport de haut niveau maintenant. Alors, effectivement, longtemps, ça a été pris pour quelque chose de faible, pour une faiblesse. C'est Ça a faiblesse, été, voilà. Ouais, c'est ça, ça a été décrié à cause de ça, ça a été décrié pour ça. Mais au fur et à mesure, les gens reviennent là-dessus, ils se rendent compte que c'est un plus, et ça peut être vraiment un gain marginal, que ce soit dans les sports co ou les sports individuels, encore plus. Oui. Mais plus tu montes, ce que je te disais, hein, le point que tu perds le premier jour, en fait, le haut niveau, c'est une somme de détails. C'est nous, tu vois, on perd la finale en juin, il y a 9 jours. On est en prolongation. On est encore à égalité à l'issue de la première prolongation. Et tout se décide dans la deuxième prolongation. Mais je pense qu'il n'y a pas un joueur qui soit toulousain ou bordelais qui ne se dit pas à un moment peut-être que si j'avais eu telle décision ou tant de réactions ou même l'arbitre, Oui, parce que l'issue aurait pu être différente. Parce qu'on parle des joueurs, mais on peut aussi réfléchir à comment se prépare un arbitre mentalement. On pourrait peut-être en interroger un, parce que c'est pareil. Gérer la pression, gérer le stress d'un événement comme ça, il reste plus que 10 minutes à jouer, il y a toujours égalité. Chaque décision va être de plus en plus importante, même si tout au long du match les décisions sont importantes, mais celles-ci, elles le sont encore plus.
Moi, je suis admiratif. J'ai un profond respect pour les arbitres en général, mais pour le rugby encore plus parce que c'est mon sport et que c'est des marathoniens, c'est que les règles elles changent tous les ans. Euh, il y a énormément de pression. Ça va vite. C'est une piste de décision permanente. Et il y a pas de match, il y a pas d'arbitre. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait d'arbitre malhonnête du tout. Je pense pas qu'il y ait d'arbitre malhonnête. Je pense qu'il y a des mecs qui ont des décisions à prendre dans l'instant et que c'est hyper compliqué. Et moi, je suis admiratif de, de ce corps-là, de cette partie-là du rugby pro. Mais comme je suis très impressionné quand je regarde des matchs de foot sur les capacités qu'ont les gars à voir qui hors jeu, pas hors jeu, au basket. Et effectivement, les gars marginaux, on est en chasse en permanence ça. C'est améliorer la récup, la gestion du stress, l'intendance. Tu vois, par exemple, à l'approche d'une finale, Yannick, oui, lui, il fait en sorte que euh, quasiment le lundi soir, la problématique des familles soit réglée. C'est-à-dire que les joueurs ne se disent pas, mais alors, comment ma femme, elle va être où dans les tribunes? Est-ce que le club va la mener ou pas? Ou mes parents? Et, pour être consacré à ça, parce que ça peut être aussi un parasitage. Les gains marginaux. C'est plus tu vas loin, plus tu vas loin dans la performance, plus tu vas loin dans le professionnalisme, plus le détail. Je, 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 je vous engage à lire un bouquin qui s'appelle Tous Winners et, et c'est un gars qui a analysé un peu euh, les processus de succès, que ça soit dans les affaires ou dans le sport. Et il prend l'exemple de l'équipe de cyclisme British Postal, je crois, où les gars, ils avaient analysé, par exemple, ils évitaient que les gars dorment trop à l'hôtel. Parce que quand tu es à l'hôtel, tu dors moins bien en général que chez toi, à condition de ne pas avoir d'enfant qui te réveille, mais dans ton lit, tu dors mieux. L'utilisation des oreillers, c'est-à-dire que les mecs aient leur oreiller quand ils dorment à l'hôtel, pour qu'ils soient confortables. Identifier jusqu'à le type d'huile qu'il faut, qui est plus bénéfique pour le gars, pour sa récup, quand il se fait masser. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 18 différentes pour chaque coureur. Parce que là aussi, comme la Formule 1, un peu moins en rugby, hein, on est un peu moins en rugby, parce que on est 15 sur un terrain, il y en a 30, il y a différents degrés mais des sportifs comme le cyclisme, l'athlétisme, ou les gains marginaux, Ah oui. entre le champion olympique et le cinquième, c'est le claquement de doigts. C'est ça. Et il y en a un qui rentre dans l'histoire et l'autre qui n'y rentre pas. Voilà. C'est ça. Et la préparation mentale, c'est une optimisation finalement. On optimise le mental, c'est pas forcément quand on a des faiblesses ou quand on a des soucis psychologiques, on fait appel à un préparateur mental. C'est aussi bien sûr pour optimiser et entraîner son cerveau, hein. C'est vraiment le cerveau, Exactement. ça s'entraîne comme un muscle finalement, si on fait le parallèle, hein. Mais au même Mais titre que la préparation physique, finalement, en fait, ce sont la préparation physique, la préparation mentale, ce sont des piliers de la performance. Bah oui. Comme la Voilà. tactique et et la technique, hein, c'est des piliers aussi, hein. tu n'as pas de possible. Tu veux dire, à l'approche de gros match, euh, tu vois bien en fait tous les mecs ont une pression, hein. C'est-à-dire que regarde un match de rugby, les matchs de phase finale et compagnie, tu vois bien que les gars ils sont hyper tendus. Donc il y a des gens qui s'en accommodent plus que d'autres. Ça, dans le milieu olympique, il y a eu un article là, sur Romain Buros où il parlait de l'importance qu'avait pris la préparation mentale dans sa performance et voilà. C'est une évidence. Mais encore une fois, c'est aussi une décision très liée à l'intime. C'est-à-dire que si t'as pas d'adhésion au truc, ça va pas marcher. C'est comme les programmes de rééducation, hein. Si tu dis au gars, tu vas revenir en 6 semaines et que le gars il te regarde et qu'il dit non, je vais revenir en 7, tu vas pas le faire revenir en 6. Ça sera 7. Par contre, si tu lui dis, bien là, moi j'ai eu des joueurs, ils te disent, c'est combien en moyenne? Ben, c'est 10 semaines. Ok, mais moi je serai prêt
qu'un match, je serais prêt à un neuvième, je serai sur le terrain. Et ils l'ont décidé, et ils le font. C'est honnêtement, et c'est là où le mental il est hyper important. Et pour la préparation mentale, moi j'ai l'exemple là d'un jeune bientôt international, je l'espère pour lui. Donc, plusieurs fois j'ai abordé le sujet de l'intérêt de faire de la préparation mentale. J'ai essayé moi d'orienter des jeunes joueurs vers de la préparation mentale, mais si les gars ils ont pas fait la démarche tu vois, de réflexion de le faire, c'est pas, tu ne fais pas boire un âne qui n'a pas soif, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est une démarche liée à l'intime. Oui, c'est ce qu'on voit souvent dans l'accompagnement. Il faut que ça soit une relation engagée, en fait, où la Ouais, personne elle a envie d'être là et qu'elle n'est pas justement incitée par quelqu'un d'autre, une tierce personne pour venir et qu'elle veut le faire de manière personnelle, hein. C'est important. Ouais. exactement. Une relation engagée, mais aussi créer l'alliance, réussir à avoir une bonne adhésion aussi de la personne quand on est accompagnant, quand on est dans une relation comme ça de préparation, d'accompagnement, c'est hyper important. Mais même en rééducation, hein, Loïc, tu en as parlé, tu l'as abordé assez succinctement, mais c'est hyper important de réussir à avoir l'adhésion du joueur ou du sportif ou de la personne pour l'accompagner, quoi. Tu sais, nous, on a un système de groupe, parce que tu vois, t'as 50 joueurs pro, donc on est 3 kinés à temps plein, on se partage au coup. Et au cours d'un relationnel, tu peux malheureusement perdre l'adhésion, tu vois, relationnellement. Et il faut aussi avoir l'intelligence de dire, pour l'intérêt collectif, dire, attends, on est potes, on s'apprécie, mais là, on a fait un peu le tour relationnellement, ça serait bien que tu changes de thérapeute. Tu peux pas, Hmm. bon, pour garder cette adhésion, c'est ça qui est fondamental. L'adhésion du gars, faire en sorte que le gars ait confiance en toi et, et que tu lui proposes aussi des choses qui correspondent, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de soigner les gars, hein. Il y a différentes techniques, thérapies qui peuvent fonctionner. Ouais. Et si le gars il en a marre, faut pas hésiter parce que la finalité c'est gagner les matchs, hein. Que le mec soit bien. Alors toi, Loïc, quel conseil tu pourrais donner à un thérapeute, un kiné, préparateur mental ou autre, hein, qui aimerait rejoindre un club professionnel comme toi tu l'as fait à l'UBB ou un club qu'il admire? Est-ce que tu as des conseils à leur donner à ces thérapeutes-là? Euh, D'abord, s'investir dans le niveau amateur. C'est-à-dire que faut se faire la main. C'est-à-dire que tu peux pas, à l'heure actuelle, tu vois pas, je pense que c'est très difficile pour un jeune kiné d'intégrer une structure pro si il n'est pas mentoré par quelqu'un. Voilà. Et deuxièmement, acquérir une expérience à travers le, le monde amateur. C'est fondamental. Et travailler dur et, et être ouvert à des opportunités. Mais je vous avoue que à l'heure actuelle, moi, j'ai eu la chance d'intégrer, comme tu me l'expliquais, c'est parce que je suis passé par la Pro D2 et que on m'a proposé quelque chose qui n'intéressait pas les gens. C'est-à-dire que c'était pas lucratif. On me l'a proposé parce que j'étais passionné de rugby en fait. Et, Hmm. malheureusement, dans le monde pro, tu peux rencontrer des gens. J'ai rencontré du bébé des gens qui n'étaient pas animés par une passion du sport ou du rugby ou qui étaient un peu certains animés par la médiatisation ou les à côté, la création de réseaux. Ils sont plus là. C'est des gens qui, si t'as pas une bonne motivation, tu restes pas longtemps dans les structures, mais ça existe. Et parfois, eux, ils ont une capacité à y rentrer un peu plus, à utiliser des stratégies relationnelles qui leur permettent d'accéder à à ces places un peu plus que le besogneux, malheureusement. Mais un conseil, c'est travailler, se former, donner de soi, faire les choses avec passion et voilà. Euh, Tu veux rajouter quelque chose, Régis? Non, peut-être demander à Loïc aussi un conseil peut-être pour les sportifs, hein, quand ils sont confrontés à une blessure, comment réagir, comment se projeter vers l'avenir,
Comment Alors, réagir justement face à cette obligation de s'arrêter en fait à ce moment-là, de par la blessure? la première des choses, c'est se dire que une blessure, c'est pas grave. On soigne tout maintenant. C'est-à-dire, bon, à l'exception des lésions rachidiennes ou c'est pareil, mais un croisé, lésion musculaire, il faut relativiser. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la maladie. Ce qui est grave, c'est ce que nous apporte la vie parfois. Des épreuves qui sont difficiles. Les épreuves d'un sportif, c'est pas grave. On va le soigner, hein. Et après, c'est tout simplement être engagé dans sa procédure de soins, écouter ses thérapeutes, ne pas vouloir en faire trop, ne pas en faire pas assez. Voilà, trouver ce juste équilibre, rester positif. Et c'est jamais grave en fait. Il y a rien. Un croisé, c'est pas grave. Un anglais, c'est pas grave. T'inquiète, maintenant la kiné, la médecine du sport, la chirurgie, ils ont fait tellement de progrès que faut pas s'inquiéter. Et après, par contre, effectivement, utiliser tous les outils à disposition. Dans les années 80-90, il n'y a pas de diététicien, il n'y a pas de préparateur physique, il n'y avait pas de préparateur mentaux, la kinésithérapie n'était pas au niveau de ce qu'elle est maintenant. Et bien maintenant, c'est être curieux et être acteur pour faire la démarche d'être meilleur. Euh, que ça soit dans ton sport ou dans ta blessure. Et c'est ça, c'est tout simplement mon ressenti, il est là, tu vois. Et merci en tout cas pour tes conseils, hein, Loïc. Je pense que les auditeurs apprécieront et ça va les aider à relativiser un peu sur leurs blessures. Moi, je voulais te relancer sur un dernier petit sujet. Tu nous as parlé de tes différentes rencontres que tu as eues quand tu étais à l'UBB. Et je crois savoir que tu as eu la chance en 2023 de rencontrer les All Blacks. Les All Blacks, qui est l'équipe de Néo-Zélande, des Néo-Zélandais, où les Français sont partis en tournée là, il y a quelques temps. Justement, ils ont fait leur premier test match ce week-end et ils ont fait une prestation assez surprenante, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que tu as pu apprendre auprès des All Blacks? Alors, les All Blacks, moi, ce qui m'a le plus surpris, honnêtement, hein, c'est la gratitude. Petite anecdote, je reçois un coup de fil, c'est en 2023, je reçois un coup de fil de Yannick, oui, en me disant, écoute, Loïc, il y a les All Blacks qui vont être à Bordeaux, il vient de s'entraîner au CEVA, au centre d'entraînement de l'UBB. Est-ce que ils aimeraient faire une séance de cryo? Est-ce que tu pourrais leur, euh, leur ouvrir la machine et leur faire la séance? J'y vais, oui, avec pas de souci, Yannick, bien au contraire, avec plaisir. Et donc je l'ai fait. Donc je les ai trouvés très décontractés, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué parce que la décontraction, elle est aussi présente, si tu veux, à l'UBB. C'est plus le degré de remerciement, de gratitude que les gars ont eu. C'est-à-dire que s'ils m'ont pas dit 30 fois merci beaucoup d'avoir attendu, merci beaucoup. Toi notamment, leur talonneur là, qui faisait le haka, Taylor, là, Cody Taylor, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Lui, il m'a bluffé, quoi, parce que vraiment, des services comme ça, on en voit en permanence, quoi, tu vois, et d'avoir ce degré de gratitude, ça m'a impressionné. Et il y a un bouquin là qui est intéressant sur les règles managériales les règles des All Blacks, là, les 10 règles du All Black. Et eux, très rapidement, ils identifient le savoir-être. Et la première règle, c'est no dick head, pas de tête de nœud, en groupe. Et en fait, honnêtement, là, j'ai trouvé que les gars, ils étaient vraiment sympas et simples et reconnaissants. Et c'est un peu l'esprit rugby et ça, c'est bien. Juste pour ajouter là-dessus, c'est marrant que tu parles de ça, c'est que ce matin, j'ai écouté un podcast justement qui est fait par les journalistes de l'équipe et justement, ils sont là-bas au pays, ils sont en Nouvelle-Zélande pour suivre l'équipe de France. Et ils ont voyagé pour aller au stade où a joué l'équipe de France, c'était à Dunedin. Et ils ont pris l'avion avec les Blacks. Et ils racontaient que les Blacks, ce qu'ils avaient frappé, c'est ils aidaient les gens à porter leurs valises, à les ranger dans les soutes dans l'avion. Enfin, les mecs, voilà, ils sont d'une gentillesse et d'une Ah, amabilité mais incroyable, quoi.
Et ça, c'est important et c'est les valeurs du rugby. Tu sais, je vais te donner une anecdote. Ça fait un peu C'est pensif, les valeurs du rugby, mais bon. ouais, Mhm. mais tu vois, on a un joueur qui est très très médiatisé, qui est un peu clivant et qui a malheureusement parfois l'image que les gens, le grand public n'est pas en adéquation avec la personne qu'il est. Et je me rappelle un jour, il y avait des élèves de troisième et les gamins, on devait aller dans un stade s'entraîner et donc et ce joueur là qui est vraiment un mec adorable et respectueux et parfois les gens n'ont pas cette image-là, les a pris dans sa voiture et a passé le quart d'heure ou les 20 minutes de trajet à parler de l'école, de l'importance de l'école, l'importance, s'est intéressé réellement à eux. Et il n'était pas obligé de le faire, il n'y avait pas de caméra, c'était totalement gratuit. Et moi j'avais trouvé ça bien. Et je pense que les gamins, il a fait parce que c'était de la bienveillance pure. Et demain, je pense qu'ils s'en rappelleront toute leur vie. Et c'est à l'image des All Blacks qui mettent les valises des mamies dans les soutes à bagages de l'avion, quoi. Voilà. C'est, Ouais, et on a plein de gars qui sont comme ça. Au UBB, on a de la c'est chance, chouette. on a des gars qui sont comme ça, qui sont ouverts à l'autre, et c'est important. Tiens, on va rester sur ces mots de bienveillance. Moi, je te remercie du fond du cœur de nous avoir partagé du temps avec toi pour ces témoignages passionnants, pour ces échanges passionnants. Écoute, Euh, ça a été un grand plaisir, les gars. Voilà. Merci à toi Loïc, hein. Merci beaucoup. et Mais puis écoutez, donc merci encore. Merci de nous avoir écoutés pour ce 7e épisode de Parlons Mental, le podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Spotify, sur YouTube, à Parlons Mental, le podcast. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait toujours plaisir quand il y en a. Et puis abonnez-vous, et c'est toujours un plaisir de partager du temps avec vous. Merci à tous les deux, merci à tout le monde et à très bientôt. Allez, bye. bonne soirée à tout le monde, à bientôt.